Bonjour Eric. Bonjour Sandrine. Bon, déjà, en premier temps, je te souhaite une bonne année et puis bonne année aux gens qui vont nous écouter ce soir. Pour Ok, commencer. ben moi de même, je vous souhaite à Quentin et à toi ben, mes meilleurs vœux pour l'année 2021, ainsi qu'à tous les élèves de l'école ENED et ainsi qu'à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Alors, pour commencer cette première vidéo de l'année, le sujet dont on voudrait que tu nous parles ce soir, ce serait pourquoi la maîtrise intérieure est-elle si importante? Voilà. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que il y a beaucoup de gens, en fait, essayent d'observer une maîtrise sur tout ce qui est extérieur. Donc, on maîtrise son image, on essaye de maîtriser sa communication. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, hein, puisque tout le monde aujourd'hui a sa petite caméra et peut avoir sa chaîne YouTube, etc. Donc, tout le monde fait attention, grosso modo, aux apparences. Et on a le sentiment que quand il s'agit de notre vie intérieure, on peut faire ce que l'on veut, on peut penser ce que l'on veut, on peut prendre les habitudes que l'on veut, on peut manger ce que l'on veut, et que je parlerai tout à l'heure de l'alimentation, hein, qui a un lien avec la maîtrise. Parce que l'alimentation, lorsqu'on parle de naturopathie, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais la maîtrise intérieure, c'est quelque chose qui n'a pas bonne presse, en fait. Ce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de maîtrise, ça, c'est synonyme de je perds de la liberté, je ne peux pas faire ce que je veux. Et en réalité, si on rentre dans les détails, c'est les gens qui ne se maîtrisent pas qui perdent leur liberté. Et en fait, ne pas se maîtriser, et on va voir de quoi il s'agit, c'est le meilleur moyen d'être esclave de certains mécanismes neurochimiques et comportementaux. Et on voit bien que les gens qui sont très riches, qui peuvent se permettre ce qu'ils veulent, se retrouvent des fois dans des prisons euh, bien plus pires d'ailleurs que les prisons physiques, parce qu'ils deviennent omnibulés, comme il y a des milliardaires qui veulent tout acheter, qui veulent tout régenter. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être milliardaire ou millionnaire pour rentrer dans un esclavage en termes de biochimie et en termes de mécanismes de schémas mentaux. Mais je vais m'expliquer. Alors, la maîtrise en fait intérieure permet d'obtenir la cohérence dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Très souvent, certaines personnes, ou nous tous, hein, on dit, on commence à donner, quand on est professionnel de la santé, on va donner des conseils, on va dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il est plus favorable de manger comme ça, ou pour les coachs, ils vont vous dire il est plus favorable d'avoir tel ou tel comportement. Et, euh, et très souvent, pas toujours, mais très souvent, les gens qui disent ça, ben, ils n'appliquent pas à 100% ce qu'ils disent. D'ailleurs, bon, c'est rare, hein, les personnes qui appliquent à 100% ce qu'ils proposent aux autres, mais il ne s'agit pas de faire du 100% tout le temps. Il s'agit d'être cohérent. J'aime bien le mot cohérence ou congruence, c'est-à-dire on n'est pas congruent et cohérent et congruent toujours, tout le temps, mais au moins d'essayer de faire l'effort d'être le plus cohérent par rapport à par rapport à nos valeurs, quoi. Donc déjà, le fait de se maîtriser va contribuer à cette cohérence. C'est-à-dire, la maîtrise, c'est le fait d'être attentif à ce que l'on fait, à ce que l'on pense, pour toujours garder un certain cap, pour toujours garder une certaine logique par rapport à ses propres valeurs ou en tout cas à ce qu'on prétend être comme être nos valeurs. Et voilà, et ce que j'explique, c'est que le fait de ne pas se maîtriser, ça favorise les comportements excessifs. Quand on ne se maîtrise pas, alors je ne dis pas que on doit toujours être rectiligne et avoir un comportement linéaire tout le temps. On peut avoir, je ne sais pas, on peut faire des excès de temps en temps, tant que c'est des excès maîtrisés.
Mais il ne s'agit pas de vivre comme un moine. Il s'agit de donner de l'attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense. Alors, à propos de la maîtrise intérieure, ah oui, il y a une petite histoire authentique que j'aime bien. Parce qu'en fait, on est d'accord, hein, la maîtrise, c'est synonyme de quoi? De puissance, en fait. Mm. J'aime bien c'était Pirelli ou je sais pas, ils avaient un slogan, ils disaient sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Ce slogan était là pour favoriser la vente de leurs pneus. Et en fait, si on regarde bien cette formule, elle est juste. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir un moteur ultra puissant dans votre voiture. Si vous n'avez pas la maîtrise, c'est-à-dire des très bons freins, eh ben, vous risquez de vous tuer. Et si vous n'êtes pas un bon pilote, parce que vous n'êtes pas capable de maîtriser la puissance de la voiture, vous risquez d'avoir un accident. Donc, sans la maîtrise de la puissance n'est rien, quand on y réfléchit bien, qu'on prend conscience de cette formule, elle est très juste. Et en quoi, donc, la maîtrise est synonyme de puissance, hein, dans le sens que plus vous vous maîtrisez, plus votre puissance va être utilisée à bon escient. Et j'aime bien cette histoire. Alors, c'est une histoire réelle. C'est un milliardaire, en l'occurrence, c'était Rothschild, je crois. Je ne sais pas s'il est décédé, mais bon, il y a, dans la famille Rothschild, ben, il y a les grands-pères, enfin, il y a forcément des gens qui sont très âgés. En tout cas, je sais qu'il y a des gens il y avait des membres de Rothschild qui avaient atteint presque les 100 ans ou dépassé les 100 ans. Et donc, ce sont des gens, comme tout le monde sait, hein, qui sont très riches. Et comme tous les gens riches, ils sont protégés. Ils ont des gardes du corps. Et je me rappelle avoir vu cette vidéo où il y avait Monsieur Rothschild qui était entouré de plusieurs gardes du corps. Il était sur un parking et puis il y avait, je sais pas, c'était sûrement une réunion ou un congrès ou une conférence. Et à un moment donné, au bout du grillage, au bout du parking, il y avait un grillage. Et il y avait un jeune qui regardait ça, bon, parce que ça l'interpellait. Et à un moment donné, il s'est amusé à jeter un pétard. Et on voit Monsieur Rothschild qui, qui tressaille de peur, quoi. Il se met à réagir. Enfin, il a un mouvement de peur, alors qu'il avait tous ses gardes du corps autour de lui. Et cette vidéo est intéressante parce qu'il faut la mettre en parallèle avec une autre vidéo que j'ai vue plus tard, qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante. C'est un maître en arts martiaux qui s'est entraîné pendant des années, et il est arrivé à faire quelque chose de quasiment surhumain que la majorité des êtres humains ne sont pas capables de faire. Là, à 99%, on n'est pas capable de faire ce que ce monsieur est capable de faire. C'est-à-dire qu'on prend une carabine, on la fait, on la fait éclater, on appuie ou on fait un bruit très fort et naturellement, on va tressaillir. Et même si on est prévenu, la déflagration d'un bruit très fort va nous faire tressaillir. Eh bien, ce yogi était capable de ne pas tressaillir grâce à sa maîtrise intérieure. Alors, en fait, c'était très intéressant. Il y avait ce monsieur qui a fait un travail intérieur pendant des décennies et qui est arrivé à se maîtriser sur un aspect de sa vie, hein. Bon, après, on ne sait pas comment il vit sa vie, mais sur cet aspect-là, il avait une maîtrise parfaite, alors que ce monsieur qui était ultra puissant, Rothschild, ben, ce bruit l'a fait tressaillir, alors qu'il avait tous ses gardes du corps qui auraient dû le rassurer. Donc, on voit qu'il y en a un qui a mis sa puissance dans l'argent et dans le côté extérieur, et l'autre qui a mis sa puissance dans ses capacités intérieures. Et c'est tout ça, et c'est intéressant, parce qu'en fait, la puissance qu'on acquiert parce qu'on a de l'argent, elle ne nous appartient pas, cette puissance. Parce qu'en fait, on retire l'argent, on retire les gardes du corps, et vous êtes monsieur tout le monde. Par contre, la puissance qu'a acquise ce maître en art martial, eh bien, lui, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, qu'on lui retire sa maison ou son argent, il la gardera.
et voilà, ça c'est pour moi une bonne idée de parler de la maîtrise. C'est ça la maîtrise. C'est entre autres ça, c'est une des illustrations de la maîtrise. Et pourquoi c'est important de se... alors quand je dis se maîtriser, ça signifie pas de vivre comme un moine. Ça signifie d'être conscient de tout ce qu'on fait et de faire que ce que l'on souhaite faire. De ne pas être entraîné par des mécanismes ou par des habitudes ou par une tendance ou par toutes sortes de signaux externes. En quoi c'est important de se maîtriser? Parce qu'en fait, c'est une relation avec notre équilibre neurochimique et neurohormonal. Je m'explique. Il y a un chercheur qui s'appelle le docteur Joe Dispenza, spécialiste de la médecine chiropratique, qui a fait donc différentes spécialités et il s'est intéressé à des travaux sur la neurochimie. Et il a découvert qu'au niveau de l'hypothalamus, si je ne me trompe pas, il y a comme une pomponnière qui fabrique une usine à fabriquer des neuropeptides. Et ces neuropeptides vont véhiculer des émotions. Alors ça, personne, enfin, moi, je ne le savais pas jusqu'au moment où j'ai lu cet article. Et il expliquait qu'en fait, on a découvert que pour chaque émotion, il y a un neuropeptide. Il y a des neuropeptides pour véhiculer la colère, il y a des neuropeptides pour véhiculer la joie, des neuropeptides pour véhiculer la tristesse, des neuropeptides pour véhiculer la rancune et des neuropeptides pour véhiculer l'empathie, par exemple. Toutes les émotions ont leur support neurochimique. C'est quand même extraordinaire de le savoir. Et en quoi c'est important de le savoir? Pourquoi? Parce que quand il y a une molécule, il y a cette molécule, pour qu'elle soit active, il faut qu'il y ait un récepteur cellulaire. C'est comme si je vous donne une télécommande, mais le poste de télévision que je vous donne n'a pas le récepteur pour recevoir les signaux de la télécommande. Ça ne sert à rien. Donc, s'il y a un neuropeptide qui véhicule une émotion, il y a forcément une cellule qui a un récepteur qui lui correspond. Et le problème, c'est que c'est pas le problème, mais si on n'est pas vigilant, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on a une molécule et qu'on a un récepteur, il y a une sorte d'affinité qui va se développer. C'est-à-dire que le récepteur, sa nourriture, c'est le neuropeptide. Je m'explique. Lorsqu'une personne se drogue, il apporte une molécule, cette molécule a un récepteur. Si vous amenez souvent cette molécule, le cannabis ou n'importe quelle autre drogue, eh bien, à un moment donné, le récepteur va demander cette nourriture. Il en a besoin. Il y a une sorte de dépendance neurochimique qui va se créer. Eh bien, c'est exact. Alors, c'est vrai pour les drogues, c'est vrai pour le sucre, c'est vrai pour les graisses, c'est vrai pour énormément de molécules. On peut être accro au chocolat, au café, au tabac avec la nicotine. Par exemple, un jeune qui fume avant 18 ans, il a des récepteurs au niveau de son cerveau de nicotine qu'un jeune qui ne fume pas n'a pas. Donc, on voit bien que cette histoire de récepteur est très importante parce qu'elle va favoriser une demande si vous le faites trop fréquemment. Donc, s'il y a des neuropeptides, de la colère, de la vanité, de la joie, toutes les émotions ont leurs neuropeptides, ça veut dire qu'il y a des récepteurs. Et si vous avez un peu trop souvent, vous éprouvez une certaine émotion, eh bien, le récepteur, vous le nourrissez, et si un jour vous lui retirez sa nourriture, il va être en manque, donc il va faire une demande. Et comment il fait sa demande par des signaux, neurochimiques ou électriques. Et comment vous allez ressentir que telle molécule a besoin tel récepteur a besoin de telle molécule par un sentiment de manque. Par exemple, si vous fumez, si vous fumez du cannabis ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez vous sentir pas bien et vous savez que la réponse, c'est de fumer du cannabis ou de boire du café ou de fumer des cigarettes ou du cannabis ou de manger des corps gras si c'est votre dépendance neurochimique ou du chocolat, etc. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si une personne se met souvent en colère, eh bien,
l'organisme, d'une certaine manière, va l'encourager à se mettre en colère pour favoriser la sécrétion des neuropeptides dont il a besoin euh, pour atteindre une sorte de satiété. Et c'est incroyable parce qu'en fait, si une personne éprouve trop fréquemment une émotion, eh bien, elle va être prisonnière de cette émotion. Alors, si c'est la joie, si c'est l'empathie, ben, c'est pas grave. Mais si c'est la tristesse, si c'est la colère, si c'est la jalousie, ça va faire de vous, ça va créer certains caractères de votre personnalité. Et là, je ne parle pas aussi des connexions neuronales, parce que là, c'est ce qu'on appelle les autoroutes neuronales, mais je ne veux pas en parler, parce que là, je voulais faire un focus sur les dépendances neurochimiques. Donc, les personnes qui pensent, qui peuvent éprouver n'importe quel sentiment, n'importe quelle pensée, et que ce n'aura pas de conséquences sur leur psychologie et même sur leur vie plus tard, puisque si on se met souvent en colère, ben, ça crée des relations compliquées. Et ben voilà, ce qui est intéressant, c'est que une personne qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas cette conscience, qui doit se maîtriser, qui doit, je sais que le mot maîtriser est pas toujours bien vu, mais qui doit faire preuve d'attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense, eh bien, à un moment donné, il peut se retrouver prisonnier de mécanismes euh, qui va lui dicter en fait ce qu'il doit faire. En fait, une personne qui perd le contrôle, qui mange trop, ou qui boit trop, ou qui fume trop, ou dès qu'on commence à exercer une action trop fréquemment, on risque d'être dépendant neurochimique. Pourquoi? À quoi c'est dû? Parce qu'en fait, c'est dû à ce qu'on appelle le système hédonique ou le système de récompense. En fait, et ça, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, donc je ne vais pas trop insister. Le cerveau euh, sécrète, non, le cerveau est en relation avec deux émotions qui sont antagonistes, mais qui vont gérer toute notre vie. C'est les émotions de plaisir et de douleur. En quoi ces émotions sont importantes, ou en tout cas ces sensations sont importantes? Parce qu'elles sont là pour pérenniser la vie. Le plaisir, tout ce qui génère du plaisir, ça va nous encourager à réitérer, ou en tout cas à réitérer l'action, ou en tout cas, ça va nous encourager par exemple, quand on mange, on sécrète de la dopamine. La reproduction, ça génère du plaisir et donc ça génère de la dopamine et des endorphines. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont en lien avec le système de récompense lié à la dopamine. Et en parallèle, si vous mettez la main dans le feu, vous allez avoir de la douleur. Cette douleur, elle n'est pas néfaste puisqu'elle favorise la conservation de votre intégrité parce que du coup, vous retirez la main. Et les personnes qui n'ont pas ce système euh, qui permet de ressentir de la douleur, ça a un nom d'ailleurs, c'est une maladie génétique qui fait que vous ne ressentez pas la douleur. Et évidemment que ne pas ressentir la douleur, vous détruisez votre corps sans vous en rendre compte. Et donc, on voit bien que l'émotion ou la sensation que vous avez avec la douleur et le plaisir sont là, en fait, pour pérenniser la vie. Donc, le système de récompense qui est lié à la dopamine nous encourage à avoir certaines actions qui nous permettent de vivre, manger, se reproduire. On sait que les gens qui font de l'activité sportive génèrent des endorphines, de la dopamine, etc. Le problème, c'est que quand vous faites quelque chose de manière trop régulière et trop ciblée, eh bien, vous risquez d'être accro. On peut d'ailleurs être accro au sport. Il y a des gens qui font du sport de manière intensive juste pour avoir leur dose de dopamine. D'ailleurs, j'avais listé un peu tout ce qui peut favoriser la sécrétion de dopamine. Il y a les associations de graisse et de sucre.
Lorsqu'on mange, par exemple, les aliments fast-food, pourquoi les aliments fast-food séduisent? Parce qu'ils provoquent la sécrétion d'hormones de bien-être, telles que des endorphines, des enképhamines et de la famille des opioïdes. Lorsque vous mangez une nourriture très énergétique, vous provoquez la libération d'endorphines. L'alcool provoque la libération d'endorphines, de dopamine, comme je l'ai dit. Les drogues psychoactives procurent une sensation de plaisir et favorisent la libération de dopamine. Le chocolat provoque la libération d'endorphines. Le tabac provoque la libération de dopamine. Le café provoque la libération de dopamine. Les films violents, tous les films qui plaisent et qui font que vous les regardez souvent, ben, provoquent la sécrétion de dopamine. Les gens qui vont sur Facebook, qui mettent des posts et qui attendent des likes, eh ben, à chaque fois qu'ils ont un like, ça leur provoque ben, une sécrétion d'endorphine et de dopamine. C'est comme ça d'ailleurs que réseaux sociaux fonctionnent. Le sucre favorise la sécrétion de dopamine et certaines pensées, les émotions aussi, celles qui nous apportent un certain réconfort ou un certain plaisir, provoquent la sécrétion d'endorphine. Donc on voit bien que le cerveau, c'est une immense usine à, qui fabriquent des drogues, des endorphines, enfin des neuromédiateurs qui sont de la famille des opioïdes et des drogues, et que si on n'est pas vigilant, eh bien, on peut être dépendant et être accro à une émotion ou un aliment. Donc la personne qui ne se maîtrise pas et qui croit qu'elle peut penser et faire tout ce qu'elle veut, et à un moment donné, elle va devenir accro. Pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont accros soit aux films violents, soit à des drogues, soit à certains sodas, soit à une certaine nourriture, c'est parce qu'au bout, il y a la récompense, il y a la dopamine. Donc, dès que vous commencez à réitérer quelque chose de manière automatique, euh, et jusqu'au point que vous perdez le contrôle, ou vous faites la chose juste pour avoir votre dose de dopamine, eh ben, c'est que vous êtes devenu accro. Et donc, vous avez perdu la maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est être conscient de ça. Quand on se maîtrise, il ne s'agit pas de plus éprouver de plaisir, ni de l'odeur ou quoi que ce soit, pas du tout, mais d'être conscient que ce que l'on fait, ça a des conséquences neurochimiques et que ces conséquences neurochimiques, ça peut être à l'origine d'une prison biochimique, au moins aussi, dans certains cas, aussi négative que, comment dire, quand quelqu'un est arrêté, il va en prison, c'est pas une bonne nouvelle. Eh bien, d'ailleurs, il y a des gens qui, en prison, ont dit que ils se sont libérés de beaucoup de choses grâce à la prison. Ils ont eu des prises de conscience. Donc, il suffit pas d'être enfermé entre quatre murs pour être en prison. On peut être en prison dans des contextes soi-disant de liberté, mais on s'est enfermé à cause d'habitudes qui ont pris le contrôle de notre vie d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions à poser? Oui, moi j'aurais quelques questions quand même. Est-ce que vous trouvez ce sujet intéressant? Ben oui, moi je le trouve intéressant. Au niveau des émotions et tout ça, c'est je trouve important. Je pense que ça serait même des choses qu'on devrait peut-être apprendre aux enfants. Bien sûr, bien sûr. Donc, ben, comme tu dis, pourquoi qu'ils deviennent accros soit à la violence ou au colère, c'est ce que j'ai bien Mm. compris. Et après, par exemple, un adulte qui est très, très colérique et tout ça, ça veut dire qu'il est quand même, si j'ai compris enfin, ce que tu as expliqué, c'est que il est accro un peu à cette colère et à cette violence. Est-ce qu'on peut, du coup, apprendre à changer? Est-ce que c'est avec des pratiques comme la gratitude ou la méditation qu'on peut, du coup, arrêter ces accros Déjà, pour, euh, pour suspecter qu'une personne est accro à une certaine émotion, il faut qu'elle s'observe ou qu'une tierce personne l'observe et voir si elle se met souvent dans certains états. Une personne qui se met souvent dans certains états, même si quand on va lui poser des questions, elle va expliquer oui, mais je fais ceci parce que cela, etc. Peu importe ses explications, c'est déjà un signe qui fait qu'on peut s'interroger pourquoi une personne est souvent dans tel état plutôt que... Alors, si c'est un état d'enthousiasme, de joie et d'empathie, etc., il y a évidemment que c'est pas délétère. Par contre, si c'est de pessimisme, si c'est la colère, si c'est la dépression, c'est évidemment pas
pas forcément judicieux. Mm. Alors, je sais très bien que la dépression s'explique par d'autres mécanismes. On dit qu'on manque de sérotonine, on a une sérotonine basse, etc. Je suis pas en train c'est pas réducteur ce que je dis. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le fait d'éprouver trop souvent ou très régulièrement une émotion peut penser qu'on est devenu, qu'on en a besoin, qu'on est devenu plus ou moins accro. Alors après, on peut me dire, oui, oui, j'ai été dépressif 3 mois ou 6 mois dans ma vie, après je l'ai plus été, parce qu'on a aussi des passages à vide. Bon, mais c'est pas trop de ça que je parle. Je parle par exemple d'une émotion comme la colère ou être dans une sorte d'être taciturne, d'avoir une certaine morosité en soi. Si c'est observable pendant des décennies, on peut se poser des questions. Et donc déjà, pour qu'une personne puisse se libérer de mécanismes comme ça, il faut qu'elle le veuille. Il y a déjà une prise de conscience et la volonté. On sait que le cerveau a quelque chose de très particulier, c'est sa plasticité. La plasticité du cerveau, c'est sa capacité à se remodeler de manière constante. On s'est rendu compte, par exemple, que les chauffeurs de taxi londoniens, à l'époque où les GPS n'existaient pas, ils devaient mémoriser des dizaines, voire des centaines de milliers d'adresses. Eh bien, la partie qui est, même si la mémoire, on sait que la mémoire n'est pas forcément focalisée, n'est pas localisée à un endroit particulier du cerveau, mais on sait que l'hippocampe est une zone qui se trouve à l'arrière du crâne et qui rentre en jeu dans les processus de mémorisation. Eh bien, des chercheurs s'étaient rendus compte qu'elle avait augmenté, cette zone avait augmenté de plusieurs centaines de pourcents au point que quand on passait la main, il y avait presque une bosse. C'était pas une tumeur, c'était juste que les tissus avaient énormément augmenté. Et quand les chauffeurs de taxi arrêtaient de travailler, ne stimulaient plus cette zone, eh bien, cette zone se résorbait, diminuait. Et ça a été prouvé à plusieurs reprises. Donc, quand quelqu'un commence une habitude, il y a des connexions neuronales, on appelle ça des autoroutes neuronales, qui favorisent eh bien, le fait de créer une nouvelle habitude, jouer du piano, lire, peindre, etc. Et lorsqu'on arrête cette habitude, eh bien, ce réseau se dissout. Donc, si une personne, et donc, ça, c'est au niveau plastique, et au niveau neurochimique, on a des neuropeptides qui véhiculent les émotions. Donc, une personne qui décide d'arrêter une habitude, dans un premier temps, elle peut être en état de manque. C'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer ou arrête de se droguer. Pendant quelques temps, elle va éprouver un malaise puisque les récepteurs sont toujours là, on lui apporte plus la nourriture. Donc, ils vont crier famine, entre guillemets, et ça va se matérialiser par un malaise parce que le récepteur n'est pas nourri, donc il en manque. Mais si on arrive à passer cette période inconfortable, et bien petit à petit, c'est tout le réseau des neuropeptides et des synapses, des connexions qui va se dissoudre et qui va, entre guillemets, rendre la liberté à la personne. On sait très bien qu'il y a des personnes qui ont fumé pendant longtemps ou eu des habitudes alimentaires pendant longtemps, qui étaient donc génératrices de dopamine, et ensuite, par la volonté, ils ont pu arrêter et ils n'étaient plus assujettis à ces demandes et à ces manques. Et une personne qui éprouve une émotion pendant très longtemps, si elle le veut vraiment, eh bien, tout ce réseau, elle peut le dissoudre. Ça ne va pas se dissoudre en claquant des doigts, mais quand on regarde comment fonctionne le cerveau, l'architecture du cerveau et cette plasticité du cerveau, eh bien, le cerveau est caractérisé par le fait qu'il est adaptable, il s'adapte pour créer une habitude et il s'adapte pour que cette habitude ne soit annihilée. Donc, tout le réseau se dissout. On l'a vu et ça se constate, en tout cas, des recherches le prouvent. Donc, pour moi, a priori, une personne qui voudrait changer de comportement et quitter certaines émotions, elle le peut tout à fait. D'accord. L'organisme va pas. Mais il y aura des résistances, hein. C'est sûr qu'il y aura des résistances, mais l'organisme est adaptable. Par exemple, on s'est rendu compte qu'une personne âgée, il y a il y a, dans les années 40, 50, 60, 70, on disait que on avait un certain capital de neurones à la naissance et que ce capital ne faisait que
que réduire au fil des années. Et en fait, c'est faux. On s'est rendu compte qu'une personne âgée qui a une vie saine, il y a des pomponnières à neurones, et une personne âgée fabrique jusqu'à 500 neurones tous les jours, jusqu'au dernier jour de sa vie, si elle respecte les facteurs d'hygiène de vie. Et donc, même si une personne, quand on prend de l'âge, on a un pic aux alentours de 35-40 ans et on sait ensuite que tout le système hormonal va décliner petit à petit. Ce qui caractérise le vieillissement actuellement en Europe ou dans les pays européens comme la France, dans les pays occidentaux, c'est que ben, le vieillissement est accéléré. Le vieillissement est accéléré parce qu'on a toutes sortes de mauvaises habitudes et puis on a la croyance que le vieillissement est synonyme de maladie, etc. Alors que c'est pas vrai, en fait. Mais si c'est de votre croyance, c'est ce que vous allez vérifier. Ce que vous allez... Alors, Eric, Eric, il reste que quelques minutes. voilà, donc si vous avez des questions, au Quentin, est-ce que tu as une question? Quand est-ce que tu as des questions sur, du coup, sur la maîtrise? Non, pas vraiment. Non, pas pour il n'a pas de questions. Mais bon, après, ouais. D'accord. Voilà, en tout cas cette petite vidéo, c'était pour mettre l'accent sur la notion de maîtrise et qu'une personne qui ne se maîtrise pas, il va y avoir des répercussions sur son équilibre neurochimique. Donc, du coup, si on est conscient de ce qu'on est, avec du travail, on peut changer notre caractère. La première, déjà, sans changer son caractère, on peut être plus maître de sa vie. Voilà. Et après, si une personne souhaite s'améliorer, on a tous les outils pour s'améliorer. J'aime bien cette formule qui dit c'est synonyme de dépasser sa zone de confort, c'est être toujours la meilleure expression de soi-même. Donc, Comment? avec une bonne maîtrise, on peut arriver à la paix. Avec de la volonté de la maîtrise, on tend à s'améliorer. Et le fait de prendre des années ne s'oppose pas à ce processus d'amélioration. Ouais. Le corps vieillit, ça c'est évident. Simplement, on peut le faire vieillir moins vite et on peut garder toutes ses facultés mentales très tard, très tard. Il y a des personnes qui ont 95 ans et qui conservent toute la faculté mentale. Mais ça demande une maîtrise de leur vie. D'ailleurs, les gens qui vivent très longtemps, elles ont une certaine, sans parler d'une maîtrise comme on pourrait le parler enfin, c'est pas la maîtrise des religieux, c'est la maîtrise d'une certaine qualité de vie, c'est-à-dire qu'ils ont, en général, ils ont des rituels, ils ont une nourriture assez frugale, etc. D'accord. Donc, même si souvent, il y en a un qui fume un peu ou qui boit un peu, mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'excès qui remet en cause l'intégrité de l'organisme. Voilà. Eh bien, écoute, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite le meilleur à tous. Mais merci pour tout ça. Comment? J'ai dit merci pour ce que tu nous as appris ce soir. En fin de compte, voilà. Et je souhaite à tout le monde de réfléchir sur cette notion de maîtrise. Et oui, parce que ça on peut tous atteindre la paix et le bonheur, du coup. C'est ça, c'est ça. La maîtrise, c'est ça qui est derrière, en fait. D'accord. C'est pour apporter la paix, l'unité, l'équilibre, l'harmonie en soi. Voilà. Pour un début de janvier, c'est bien comme message. Voilà. Allez. En tout cas, merci Eric pour tout ça. Merci, à bientôt. Bon savoir. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.